Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance en cette journée du 5 juin 2025 et il est l'heure désormais d'ouvrir notre page économique avec mon invité, notre invité Philippe Wechter, qui va continuer à nous éclairer sur les tendances de marché et pour ça je le remercie. Merci beaucoup Philippe d'avoir accepté. Merci, bonjour. Bonjour, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de la recherche chez Ostrom Asset Management. Avec nous pour parler de l'actualité. L'actualité, c'est Donald Trump qui hier a signé un décret faisant passer les droits de douane sur l'acier et l'aluminium de 25 à 50%. Ils sont entrés en vigueur hier à minuit. Quelles sont les conséquences que vous pouvez déjà comprendre, mesurer et nous expliquer? Alors, revenons un peu sur ce type de mesures, hein, parce que ça fait 50 ans que les économistes s'interrogent sur cette question de l'acier. Parce que l'acier est en amont de toute l'industrie. Et donc, si on manque d'acier, effectivement, ça peut être pénalisant. Alors, il y a une dimension stratégique. Ça avait été largement développé dans les années 60-80 en France sur... voilà, si on n'a pas d'acier, on ne pourra pas construire des avions. Si on est attaqué, on ne pourra pas construire de chars. Donc, c'est un secteur stratégique. Il faut tout faire pour le conserver. Et donc voilà, mais ça c'est une discussion. Vous dites quasi ancestrale. Exactement. Et donc là, l'idée c'est d'augmenter les droits de douane de façon spectaculaire pour inciter les entreprises américaines à construire les usines nécessaires pour fabriquer de l'acier, de l'aluminium, ou pour inciter les entreprises étrangères à venir s'installer. Alors ça prend beaucoup de temps tout ça, hein, ça se fait pas spontanément, et le parc de sidérurgie ou de métallurgie américain est un peu vieillot aussi, donc il faut le redynamiser, il faut réinvestir en gros. Alors, quelles conséquences? C'est aussi ça qui est intéressant. En 2018, Trump avait déjà pris des mesures sur l'acier avec le même raisonnement, de dire c'est un actif stratégique et donc il faut qu'on produise localement. Conséquences. Voilà. Regardons création d'emplois, ce qui s'est passé en termes de conséquences. Dans le secteur de la métallurgie et de l'acier et de l'aluminium, il y a 1000 emplois qui ont été sauvés. Bon. C'est bien pour ces 1000 personnes, mais... Oui, mais c'est pas énorme. Pas gigantesque. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans les secteurs en aval, qui ont été touchés par ces hausses de tarifs. Et sur les secteurs en aval, les estimations qui ont été faites reflètent une baisse de l'emploi de 75 000 personnes. Ça veut dire qu'on met beaucoup d'argent pour sauver l'emploi de 1000 personnes au détriment de 75 000. Et là, probablement qu'on aura quelque chose qui ira dans le même sens. On verra les ampleurs, on verra la situation n'est pas exactement la même qu'en 2018, mais c'est ça le risque aujourd'hui. Et finalement, encore une fois, c'est le consommateur, le salarié américain, qui est pénalisé par ce type de mesures. Alors, je vous entends, Philippe, mais d'un autre côté, vous nous dites qu'il y a une forme d'empirisme autour de ces hausses tarifaires que l'Europe a forcément intégré. Pourtant, on a l'impression qu'il y a une espèce de panique aujourd'hui en Europe où on dit que la part des mesures sont en train d'être mises en place. On parle de nouveau de quotas d'importation sur l'acier et l'aluminium. L'Europe craint le problème dans ce genre de choses, c'est que on est passé d'une économie très ouverte à une économie qui se morcellise, qui se souverainise, qui se verticalise, on prend les termes qu'on veut. Et donc, on ne peut pas rester ouvert alors que les autres se ferment. Les autres prennent des mesures. Et c'est un petit peu la difficulté de ce type de situation, c'est qu'on est pris dans une forme d'engrenage et dans lequel tout le monde est perdant à la fin. Écoutez, c'est pas très rassurant ce que vous nous dites, Philippe. On poursuit l'actualité, c'est la BCE qui se réunit aujourd'hui, qui va très certainement acter une baisse de 25 points de base de ses principaux taux, de ses taux directeurs. Ce qu'on attend, la communauté financière a déjà modélisé cette baisse. Ce qu'on attend tous, c'est les perspectives d'inflation, de croissance, qui devraient être revues à la hausse pour la croissance, à la baisse pour l'inflation. Est-ce qu'il y a un risque que la BCE devienne finalement un peu, je dirais, trop optimiste?
trop optimiste, elle l'a jamais été. Hein. Donc, c'est toujours une banque centrale plutôt modérée. Il y a plusieurs choses. Le premier point, c'est que effectivement, l'inflation a une meilleure allure. Aujourd'hui, on a eu les chiffres du mois de mai à 1,9%, avec une baisse significative des prix des services. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, on ne peut pas conclure sur un point, mais on a des choses intéressantes et que probablement cette dynamique sur les services va se prolonger parce que on voit comme il n'y a pas beaucoup d'activité, le marché du travail se dégrade un peu partout et donc les pressions salariales se font moins fortes. Et vous savez que dans les services, le prix des services est largement conditionné par les salaires. Exactement. Donc, on a quelque chose qui est intéressant. L'autre point, c'est que le prix du baril de pétrole reste bas. Et ça contribue toujours négativement à l'inflation. Donc, l'inflation est probablement tendanciellement un peu plus basse que ce qui avait été imaginé. Et donc, la question qui est posée après, c'est que doit faire la Banque centrale? Est-ce qu'elle accompagne? Est-ce qu'elle s'arrête à 2% ou est-ce qu'elle est plutôt offensive? C'est ça la question. Alors, pendant très longtemps, il y a quelques années, on discutait sur est-ce qu'elle peut baisser en dessous de 2. Il y avait le sentiment qu'on ne pouvait pas baisser en dessous de 2. On a été même négatif. On a été négatif. Donc là-dessus, on ne doit pas avoir de contraintes particulières. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de dire, voilà, l'environnement est plutôt international, est plutôt flou, fragile, incertain. On voit bien que dans cette dynamique, chaque zone essaye de privilégier sa propre dynamique. On le voit aux États-Unis, on le voit en Chine, on doit le voir aussi en Europe. Et en Europe, finalement, quelles sont les sources d'impulsion sur l'activité? C'est pas le déficit public. Hein, il y a des relances budgétaires. Il y aura des relances budgétaires, mais qui viendront dans la durée. C'est ça. Or, aujourd'hui, quand on regarde les indicateurs conjoncturels, on peut s'interroger sur la dynamique européenne. Donc, il y a de bonnes surprises du côté de l'Allemagne, quand même, qui est en train d'échapper à la récession. Elle a eu 2 années de récession, quand même. Hein, donc, on ne prolonge pas, mais donc c'est bien, tant mieux. Mais donc, ce que je veux dire simplement, c'est que si on cherche une source d'impulsion pour essayer de sortir de cette situation pas très dynamique, la Banque centrale, la politique monétaire a un rôle majeur à jouer. Et donc, la Fed l'a fait souvent à la BCE de prendre les mêmes arguments et d'aller plus loin que ce qui est généralement attendu en termes de taux. Et là-dessus, Christine Lagarde a un rôle majeur dans la communication, dans le discours qu'elle pourra avoir cet après-midi. Oui, bon, a priori, dans ce que j'ai lu, on n'attend pas grand-chose du discours de Christine Lagarde, concernant en tout cas la trajectoire de taux cette année. Christine Lagarde nous a beaucoup surpris. Elle a eu un discours un peu terne au mois de septembre dernier. Depuis, elle est plutôt... non pas surprenante, c'est pas, mais elle est plutôt très accommodante et très sensible au rôle et à la façon dont la zone euro doit prendre les choses en main. Elle a eu un discours la semaine dernière très volontariste sur l'euro. Ouais. On est dans cette logique-là. Okay. Et donc, moi, je ne serais pas surpris qu'elle donne des signaux plutôt positifs sur ce qui pourrait se passer. Sur ce qui pourrait se passer, Philippe, si je traduis, et si je comprends bien, et si j'essaye de traduire, ce que vous nous dites, c'est qu'actuellement, on est à 2,25, on va aller vers 2 pour le taux de dépôt, qui est une zone neutre. Mais justement, par la force des choses, cette zone neutre, elle n'est pas chérissable d'une certaine façon. Est-ce que la BCE ne devrait pas se complaire là-dedans pour ne pas se lier les mains comme vous le dites, la visibilité reste quand même assez morne. Du coup, en fonction de ce qui pourrait nous arriver, je rappelle que c'est le 9 juillet et le 31 août prochain qu'arriveront à leur terme les pourparlers autour des baisses tarifaires américaines et européennes. Est-ce que d'ici là, la BCE ne devrait pas regarder un petit peu devant et ne pas s'engager dans des baisses de taux Imaginons que, comme il l'a évoqué il y a 10 jours, 15 jours maintenant, les tarifs douaniers pour l'Europe soient à 50%. Le 9 juillet, hop, les tarifs douaniers sont à 50%. La BCE
baisse les taux un peu après en disant ah bah oui, finalement, c'était dramatique. Non, la BCE a un rôle d'anticipation et l'environnement est incertain. Il faut faire de telle sorte que les entreprises européennes trouvent des formes de moindre incertitude dans la stratégie de la BCE. Si la BCE conditionne sa stratégie à ce que va pouvoir faire Donald Trump, ça peut être extrêmement volatile. Et donc, il faut intervenir maintenant pour... si les choses se passent bien avec les États-Unis et que la croissance va un peu plus vite... elles se passeront bien, de toute façon, en vrai. On verra. Il y a une expression là, qui commence à tourner dans les salles de marché, sur les plateaux. C'est finalement, c'est un peu un dégonflé, Donald Trump. Le fameux taco. Exactement, le chicken. Mais... oui, on verra. On verra. C'est pas aussi... on voudrait que ça se passe comme ça. On voudrait revenir dans un cadre qui était celui qu'on connaissait. C'est jamais aussi simple que ça. Donc, ce que vous nous dites, Philippe, c'est qu'en gros... Alors, le sentiment, beaucoup, aujourd'hui, c'est de dire que la BCE devrait faire une pause durant l'été, peut-être reprendre son assouplissement à la rentrée. Vous nous dites non, il faut qu'elle continue. Il faut qu'elle continue, qu'elle soutienne. L'économie européenne, finalement, en a besoin. Exactement. Exactement. On ne peut pas se satisfaire d'une croissance médiocre durablement. À nous de faire les choses. Et on voit bien, le crédit commence à bouger un petit peu à la hausse. Accentuons ce mouvement. Et ça, ce sera plutôt intéressant. On va basculer sur le sujet américain, États-Unis. Il y a un article qui a été publié hier et moi je découvre beaucoup de choses et j'en suis ravi, mais qui nous dit que globalement, les ménages américains commencent à épargner de nouveau. Il y a un fonds 401K qui est géré par Fidelity Investment qui explique justement que les niveaux d'entrée deviennent assez notables. Est-ce que c'est un signal inquiétant pour la croissance américaine? Alors, il y a plein de choses sur l'économie américaine sur lesquelles on peut s'interroger. Le 401K, c'est le fonds de retraite très large qui est géré par beaucoup d'institutions aux États-Unis. On peut avoir des effets saisonniers, etc. J'ai pas regardé ce point-là en particulier. Mais on voit bien que les ménages s'interrogent sur la façon dont les choses vont se passer. Et on a vu hier, avec les statistiques de l'emploi du secteur privé, que les ménages ont des raisons de s'interroger, de s'inquiéter. Les entrepreneurs américains n'embauchent. Voilà, il y a eu un ralentissement extrêmement fort des emplois nouveaux. On aura vendredi le chiffre officiel, mais on voit bien que c'est un élément important. Et quand on regarde le détail, la dynamique des ménages américains, on s'aperçoit que le nombre de ménages de salariés qui ont plusieurs emplois pour s'en sortir augmente de façon significative. Et dans le même temps, le nombre de défauts de paiement sur carte bancaire augmente de façon très importante. Et donc, on a une espèce de situation qui n'est pas viable dans la durée. Et donc, les ménages s'inquiètent, s'interrogent. Alors, ce ne sont pas eux qui ont 2, 3 jobs qui vont épargner davantage, mais probablement la classe moyenne, la classe des revenus supérieurs, qui peut-être s'interroge aujourd'hui. Celle qui consomme, mais celle qui a les moyens d'épargner et qui aujourd'hui pourrait avoir tendance à plutôt épargner davantage que de consommer parce que l'environnement leur paraît incertain. L'environnement paraît incertain. Qu'est-ce qu'elle doit faire, la Fed? Pour l'instant, elle attend les signaux sur le marché du travail. Mais qu'on commence à voir, justement, là. Et justement, demain, demain. Ouais, demain pour le NFP, le NFP demain, et dans 15 jours, réunion Fed. Oui, mais demain, on va avoir un premier signal. Ça n'est pas suffisant. Mais voilà, la Fed est très sensible à cela. On avait vu au mois d'août dernier la Banque centrale américaine s'interroger sur la façon dont le marché du travail fonctionnait. Il y avait eu quelques signaux plutôt négatifs. Et très vite, elle avait dit l'inflation est basse aux États-Unis, quand on regarde hors immobilier. Les taux d'intérêt sont élevés. Le marché du travail
devient fragile, à moi d'intervenir, je baisse les taux d'intérêt. Elle l'avait fait de façon significative. Et puis, finalement, le signal sur le marché du travail est apparu comme un faux signal. Mais on voit bien cette sensibilité de la Banque centrale. Donc, elle va regarder les résultats de l'enquête emploi demain avec beaucoup d'attention pour peut-être dans 15 jours commencer à agir, ou à la fois d'après, quand on aura un deuxième rapport sur l'emploi qui sera peut-être pas bon. Qui sera peut-être pas bon. Tout ça, ça crée, je dirais, une forme de défiance à l'égard de l'économie américaine. On n'a pas parlé des perspectives budgétaires. On le sait que actuellement, elles sont en discussion au Parlement américain, qu'elles vont très certainement être votées, ce qui va creuser le déficit. Certains modélisent jusqu'à 6 000 milliards de dollars supplémentaires de déficit sur 10 ans. C'est le dollar qui en pâtit actuellement, même s'il est dans des zones qui restent relativement sereines, je dirais. Est-ce que vous observez une forme déjà de méfiance à l'égard du dollar, de dédollarisation rampante, lancinante? Il y a plusieurs choses. Il y avait un article ce matin dans le Financial Times, en une, qui disait les investisseurs ne veulent plus être surinvestis, surpondérés sur les États-Unis. Et donc, la tentation, c'est d'alléger les portefeuilles, ce qui peut être une explication sur la fragilité qu'on constate sur le dollar. On n'est pas sur une rupture brutale, mais on voit bien que depuis quelque temps, le dollar est plus fragile. Ça peut être une explication. On avait eu beaucoup d'investissements du monde entier sur les actions américaines. On est peut-être en train de... On voit bien que les choses s'allègent au profit des Européens, souvent. Tant mieux. Donc, on peut avoir, pour expliquer, pour comprendre cette dynamique du dollar, cet élément qui intervient. L'autre explication, ce serait de dire on ne veut plus du dollar comme monnaie de référence. Et ça, c'est une histoire plus compliquée. On n'est pas encore à ce stade-là, mais on voit bien que l'administration américaine n'est pas très claire sur ces questions, sur ce qu'elle veut, effectivement, sur le dollar. Après, sur la question de la dédollarisation, il y a deux éléments. Le premier point est de se dire quelle sera l'économie de demain. Est-ce qu'on aura des grandes zones, États-Unis, Chine, Europe? C'est des choses qui peuvent s'imaginer, mais à ce moment-là, pourquoi le dollar resterait-il la monnaie de référence? Vraie question. Mais on voit dès maintenant, en Chine par exemple, le yuan être très utilisé. Et donc, il n'y a pas une dédollarisation brutale, etc. Mais on voit bien que chacun s'interroge sur la façon dont le système monétaire international va évoluer. Et la discussion à laquelle on est confronté, forcément, c'est si effectivement les Américains veulent à tout prix déprécier la valeur du billet vert, on ne sait pas très bien comment ils le feront, mais ça c'est une autre histoire, mais ça veut dire qui jouera le rôle de prêteur en dernier sort. C'est-à-dire que... L'Europe, comme l'a dit Christine Lagarde. Oui, mais l'Europe n'a pas des marchés financiers suffisamment profonds et un actif de référence comme peut l'être le T-bonds américain à 10 ans. D'où l'idée qui a été encore rappelée par Mario Draghi le 14 mai dernier, faisons une dette européenne, on l'a fait pendant le Covid, faisons-la sur une grande échelle pour permettre à la zone euro éventuellement d'être prêteur en dernier sort à l'échelle européenne. Et là, c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement intéressant. Eh bien, écoutez, on est en train justement d'essayer de comprendre comment ça va se débloquer. Donc, vous sous-entendez aussi peut-être cette création nécessaire d'un marché des capitaux communs. Ça, tout le monde y travaille. Tout le monde y travaille. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une mauvaise idée, mais en tout cas, on y travaille et ça a évidemment du sens. Merci beaucoup. Merci Philippe, à vous d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Philippe Wetscher, vous êtes directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management et avec nous de temps en temps. Et je vous en remercie beaucoup. Merci. On marque une courte page de publicité et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition.